Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathilda Moutoussamy et je vais vous partager mes questionnements sur les voyages initiatiques, les voyages de manière générale et les process énergétiques en voyage en particulier. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mes questionnements, qui sont des questionnements aussi intéressants quand on voyage. J'ai beaucoup voyagé ces 3 dernières années. Il y a des personnes qui m'attendent au tournant, qui attendent que j'organise des voyages initiatiques. Et moi, j'ai besoin me mettre au clair avec certaines choses et j'ai pas encore tranché, ça s'est pas posé encore à l'intérieur de moi, parce qu'il y a des choses dans le tourisme qui me dérangent beaucoup. Alors je suis désolée, je vais faire 2 secondes ma prof d'histoire, mais déjà intrinsèquement, le tourisme, ça naît dans une matrice bourgeoise, capitaliste, patriarcale et coloniale surtout. Ça vient d'où tourisme? Le mot tourisme, il vient de Grand Tour. Le Grand Tour, ça naît à partir des années 1700, 18e siècle, où c'est les élites anglaises à la base, on reconnaît que c'est les Anglais qui ont commencé à faire ça, où c'était à la mode d'aller faire le grand tour d'Europe, d'aller visiter les cousins, la famille, les autres cours européennes à l'époque des monarchies, d'aller pour se former au monde, d'aller faire ce tour-là, d'aller voyager en Europe en fait. Et il y a eu des antécédents chez les gens qui allaient apprendre d'université en université en Europe. Et du coup, la matrice, c'est vraiment les gens les plus riches d'Europe, c'est une élite en particulier qui commence avec ce mouvement-là. Et c'est aussi une matrice fortement et profondément coloniale. Ce qui donne en Égypte, les gens attendent que j'organise un voyage en Égypte, mais moi je ne veux pas vous emmener sur les bateaux. Parce que c'est qui a inventé ce truc de descendre sur les bateaux, là, comme ça, et d'aller voir que les bâtiments et de ne pas s'intéresser à la population locale? Les Anglais, les Anglais riches, pardon, hein, parce qu'il y a des Anglais pauvres euh, qui travaillent dans les usines textiles, qui galèrent à vivre, à manger tout court. Il y a différents niveaux sociaux, bien entendu, chez les Anglais. Mais du coup, ce truc de la croisière en Égypte et d'aller visiter l'Égypte antique, en passant à côté de l'Égypte contemporaine, c'est les Anglais et c'est l'Égypte colonisée par les Anglais. Et donc, c'est les Anglais riches qui font partie de l'élite qui inventent ce système-là, en fait. Moi, ça me pose vraiment problème, en fait. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a tout un pan de l'économie égyptienne qui a besoin du tourisme, qui a besoin de l'argent du tourisme. Et moi, on me l'a dit souvent quand j'étais en Égypte, merci de venir nous visiter. Et ils me remerciaient parce qu'ils n'avaient plus de boulot pendant la période du Covid, ils n'avaient plus de boulot, donc ils n'avaient plus d'argent et ils étaient en galère, donc ils étaient contents de retrouver des touristes. C'est souvent les guides qui m'ont dit merci d'être là, merci de venir faire tourner l'économie égyptienne. Donc il y a des effets positifs et à la fois, moi j'ai cette notion d'éthique personnelle et de conscience parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que je suis prof d'histoire-géographie, parce que je connais un petit peu tous les tenants aboutissants du tourisme, etc. La majorité des bénéfices du tourisme ne vont pas aux populations locales. Ça c'est un truc, soit en local, il y a des grosses familles riches qui détiennent beaucoup les hôtels, les circuits touristiques, etc. Soit c'est des grands groupes internationaux, le plus connu c'est Accor Hotel, à échelle française, le Club Med, genre, qui vont, on va dire, récupérer tout l'argent. Donc, il y a des endroits, pas majoritaires, qui ont légiféré pour favoriser le tourisme local, pour que les gens aillent dormir chez les gens, et ce qui fait que c'est les populations locales qui accueillent, et aussi ça empêche la déstructuration des sociétés, la vente de terrains à prix exorbitifs et l'impossibilité d'accéder à certains terrains. Moi, je suis à moitié de Vendée, et sur l'île Dieu, les jeunes de l'île Dieu, si t'as pas une famille qui va te donner un terrain pour trouver un logement, c'est hyper compliqué en fait. Il y a plein d'endroits dans le monde où aujourd'hui, les endroits touristiques, tu es obligé de t'expatrier parce que tu n'as plus accès ne serait-ce qu'à la location, encore plus à la propriété. Tout ça parce que du coup, il y a des résidences secondaires qui ne sont pas souvent habitées tout le reste de l'année. Bref, on ne va pas détailler. Et vous connaissez certainement le sujet. Mais je voulais vraiment insister sur cette notion-là parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en parle. Le tourisme, c'est un truc de riche et c'est un truc de blanc à la base. Alors, bien sûr, bien entendu, depuis les congés payés généralisés maintenant dans le monde entier, ça a évidemment changé.
la démocratisation du tourisme, elle est intéressante, mais il y a certains codes dans le tourisme qui n'ont pas été forcément bougés depuis en fait. Et je vais utiliser une métaphore. Euh, Mettons que il y a une maison, il y a un très vieux piano. C'est le premier piano qu'on ait jamais créé, c'est le plus vieux piano conservé au monde. Et du coup, tout le monde va visiter cette maison. Mais tout le monde va visiter cette maison. Il y a des gens qui vivent dans la maison, mais les gens qui viennent visiter la maison, ils ignorent les populations locales. C'est-à-dire qu'ils ignorent les gens qui sont dans la maison. Vous voyez le parallèle que je veux faire? Tu vas en Égypte et tu t'intéresses pas à la culture locale. C'est comme si tu vas chez quelqu'un, tu visites sa maison et tu fais comme s'il n'existait pas en fait. En prenant cet exemple-là d'une maison, on est tous d'accord que c'est chelou. Mais le tourisme de masse, il se développe beaucoup comme ça. C'est-à-dire que tu vas à un endroit pour visiter, soit pour profiter d'une plage, pour profiter d'aller visiter un bâtiment, pour quelque chose en particulier en fait, ou pour rien faire. Et généralement vivant en vase clos, la majorité du tourisme c'est ça, hein. Et dans le all inclusive, etc. Et ça a quel sens en fait? C'est trop bizarre. Et c'est tellement les colons européens qui arrivent en Amérique et qui disent ah ben c'est sympa cette terre, on va la prendre, et ils font comme s'il n'y avait pas de population, et ils font comme s'il n'y avait pas de gens sur place, ils n'existent pas, bon on va les tuer, bon, c'est pas grave, voilà. Et je voulais faire ce parallèle parce que c'est quand même hyper intéressant quand tu vas chez les gens et tu les ignores, tu fais comme si c'était pas là en fait. C'est un truc je comprends pas en fait, personnellement. Et il y a une forme d'objectification du monde qui est très présente dans cette manière de penser-là. Et je vais peut-être choquer les gens en disant ce que je dis, tant mieux. Euh, du coup, comment on crée ce tourisme différemment? Et c'est génial. Moi, les endroits que j'ai préférés, c'est les endroits où je suis allée habiter, pas faire du tourisme, et où les endroits où il n'y a pas de touristes. Du coup, le rapport aux gens, il n'est pas biaisé. Il est pas, parce que du coup, au jour d'aujourd'hui, quand tu es un tourisme, tu as une étiquette sur le dos, c'est tout de suite complet. Tu peux rentrer dans une vraie relation avec les gens, mais ça demande voilà, un petit peu de temps aussi, parce que les gens, forcément, ils vont te mettre des étiquettes sur le dos. Et voilà, en tout cas, je voulais parler de ça et dire, moi, du coup, j'ai des scrupules, on va dire. Je veux dire, comment je peux faire? Parce qu'en fait, en Égypte, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cherché comment on peut faire du tourisme local. Alors, et je n'ai pas trouvé de possibilité de vous emmener et de vous faire dormir chez les gens, de vous faire accueillir par les familles égyptiennes. Il y a aussi tout un contrôle de la société qui est assez important au jour d'aujourd'hui, qui est une réalité dans la société égyptienne. Il y a des tas de barrages en Égypte, par exemple. Quand vous êtes touriste, vous les passez, vous n'allez pas vous rendre compte que ça peut être très très pénible de se déplacer en Égypte quand tu n'es pas dans les bons circuits, quand tu n'as pas les bons papiers pour passer tous ces barrages-là. À la fois aussi, il y a le terrorisme qui s'est développé dans le Sahara, et ça se comprend également. Voilà, donc je voulais insister là-dessus, c'est-à-dire que dans la notion d'appropriation culturelle, je suis qui par exemple pour vous emmener en Polynésie voir les baleines en fait? Moi je peux le faire qu'en collaboration avec quelqu'un sur place qui va vous parler de la culture polynésienne, parce que la culture polynésienne, elle a un rapport aux animaux, elle a un rapport à son environnement qui est, moi je trouve unique au monde. Je ne suis pas allée partout dans le monde, mais qui est vraiment extrêmement unique au monde et qui fait qu'il y a une société aussi très particulière chez les peuples pacifiques. C'est inhérent avec leur manière de voir le monde qui est différent et qui bouge aussi avec la mondialisation, l'américanisation des sociétés, etc. Qui évolue, bien entendu, qui n'est pas figé. Et c'est une vraie question. Alors, en Égypte antique, il n'y a pas une tradition qui a gardé les anciennes spiritualités. C'est-à-dire que quand ces personnes-là, les personnes qui ont gardé les anciennes spiritualités en Égypte ont tendance à devoir se cacher, malheureusement. Je ne vais pas détailler. Et malheureusement. Et, et ce qui fait que, pour moi, c'est questionnant. Donc, j'avais trouvé une bonne solution du côté de l'Inde, parce que du coup, j'avais trouvé des acteurs qui sont dans cette conscience-là du tourisme et qui savent, ouais, ok, on va vous emmener sur du local, et les retombées économiques, on va faire en sorte qu'elles retombent sur du local. Moi, quand je voyage à titre personnel, je vais dans des guest house, un maximum, je vais chez des gens, ou quand je vais dans des hôtels, je fais gaffe qu'ils appartiennent à une famille du pays, en fait, pour être sûr qu'il y a des répercussions
local, parce que je ne veux pas donner des sous à Accor. Accor, c'est le plus grand groupe international de tourisme, qui est présent dans le monde entier, notamment. Euh, donc moi j'ai besoin de vivre, en fait je n'arrive pas à ne pas vivre en fonction de mes valeurs, parce que je me connais, je vais me faire des nœuds au cerveau et je vais finir par être malade, c'est simple en fait. Quand je suis pas alignée avec un truc, je finis malade, je finis par somatiser, c'est comme ça, et peut-être que c'est pas bien, peut-être que j'évoluerai plus tard, mais au jour d'aujourd'hui, bah, c'est comme ça. Donc pour l'instant, par exemple, je me suis baladée à titre personnel en Israël et en Palestine. Donc en Palestine, ça existe, tu peux dormir chez l'habitant, et du coup, bah, ça a aussi un aspect politique, parce que tu ne peux pas faire l'impasse sur les questions politiques en Israël quand tu te balades en Israël et en Palestine, parce que c'est tellement inhérent, c'est sous tes yeux, etc. Et ça impacte tellement les populations locales, donc sauf si tu n'en as rien à foutre des populations locales, forcément c'est une question qui se pose. Donc en Palestine, il y a des associations qui ont été créées, tu vas dormir chez l'habitant et tu vois dans quelles conditions il vit, etc. Et tu es vraiment en contact avec la culture locale, c'est hyper sympa. Ce phénomène-là, il s'est beaucoup développé aussi dans des grandes cités, c'est New York qui a lancé ce mouvement-là. Tu peux à New York trouver des gens, des locaux qui vont te faire visiter New York, et généralement gratuitement aussi. Il y a des services payants, mais il y a des services gratuits aussi. Si tu as envie vraiment de découvrir, ok, qu'est-ce que c'est que vivre à New York, c'est quoi la vie d'un New-Yorkais, etc. quoi. Donc ça s'est développé beaucoup dans des zones rurales, mais il faut savoir aussi que c'est né dans des très très grandes villes, type New York. Donc moi, c'est un gros questionnement. En Égypte, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'agence de guide qui travaille vraiment à cette notion-là. Il y a vraiment ce gros tourisme de masse en Égypte où tout le monde veut te faire proposer le même truc, au même rythme, etc. Et moi, on m'a fait la réflexion, mais non, mais tu veux faire que ça aujourd'hui? Mais non, mais tu peux faire ça, 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 ça aujourd'hui. Non, moi, j'habite là pour l'instant, donc je fais un truc par jour, j'ai le temps, et je veux pas faire tout dans une journée et courir et passer que 5 minutes dans chaque truc, en fait. Et j'ai rencontré beaucoup d'Égyptiens qui ne comprenaient pas, parce que du coup, et notamment ceux du tourisme, et ils me prenaient pour une extraterrestre. Je dis, non, moi je veux prendre le temps, parce que je sais que si je veux comprendre un minimum des choses, si je veux prendre le temps de prendre des cours d'arabe, de m'installer dans mon quartier, de comprendre voilà, comment on fait les courses, comment ça fonctionne, et ça reste un survol, encore une fois. Et si je veux prendre le temps d'aller 10 fois dans la pyramide et d'y rester 2 heures, 3 heures, si j'ai envie, etc., ça peut se faire que si on a du temps, vraiment, et si on a le luxe du temps. Donc voilà, plein de questionnements sur comment je peux faire proposer des voyages décolonisés qui profitent aux populations locales, qui ne mettent pas en place des rapports de domination biaisés, qui soient en dehors des prédations sexuelles aussi, parce que c'est une réalité, notamment en Égypte, c'est le pays du harcèlement quand même, il faut appeler un chat un chat. Il y a des hommes égyptiens hyper droits et hyper respectueux, mais il y a des mouvements de foule, des mouvements masculins, on va dire des sociabilités masculines vraiment organisées autour du harcèlement. C'est une réalité aussi. Et on marie être marié à 12 ans, c'est normal aussi en Égypte, hein. Bon, quand on est une jeune fille. Et voilà, je vois pas comment vous emmener et vous faire passer à côté de la vie locale, comment vous faire passer à côté de vrais acteurs locaux. Voilà, et ça, si vous voyagez tout seul, quand on est tout seul, c'est hyper facile. En agence de voyage, il y a de plus en plus d'agences de voyage qui font ça, et j'ai pas trouvé en Égypte en tout cas, qui sont vraiment sur ce tourisme responsable, éco-responsable, alternatif, participatif, etc. Ça reste peu développé à l'heure actuelle. Moi, j'ai besoin de le faire en conscience. Voilà, si je vous emmène en voyage, j'ai besoin de le faire en conscience. J'ai besoin de le faire avec mes valeurs. J'ai besoin d'amener ma couleur aussi. Et je sais que ma pensée, elle n'est pas... si vous me suivez, vous savez que ma pensée, elle n'est pas mainstream, hein. Je ne suis pas en train de raconter la même chose que plein de gens. Et que voir la société égyptienne actuelle complètement... pas ancrée ou n'ayant rien à voir avec l'ancienne spiritualité égyptienne, je pense également que c'est une erreur, même s'il y a peu de gens qui vont pouvoir vous l'expliquer de manière concrète, en fait. Voilà, donc c'est des questionnements. Donc en Inde, quand je suis prête, je sais avec qui vous emmener. J'ai rencontré la famille, du coup, quand
quand j'étais là. Mais voilà, en tout cas, si vous y allez seul, il y a le Couchsurfing, il y a Hospitality Club, c'est facile de trouver des B&B ou des guest house normales. Alors Airbnb, c'est pareil, j'essaye de pas forcément leur donner de l'argent. Donc je contacte les gens, on s'arrange entre nous, on passe hors circuit et on passe en dehors de la plateforme. Et du coup, je les paye plus. Moi, je paye moins et eux, c'est gagnant-gagnant parce que du coup, tout le monde est gagnant. Après, ça demande de pouvoir se faire confiance aussi, bien entendu. Faut repérer les bonnes personnes également, bien entendu. Il y a plein de possibilités quand on est tout seul, vraiment de s'intéresser chez les locaux, d'aller dormir chez les locaux. Il y a des hôtels aussi qui sont plus green. Il y a des petites agences de voyage. Mais dans le voyage initiatique, pour l'instant, c'est très peu développé. Cette notion de conscience, elle est très très peu développée. Ce qui, moi, je trouve ça très surprenant parce que quand tu es dans la spiritualité, le développement personnel, vous savez que j'aime pas ce mot, mais en tout cas, ça permet de désigner. Normalement, moi, mon truc, c'est l'énergie. Tu travailles en énergétique, tu bouges tes énergies, ton regard sur le monde, il va bouger en fait. C'est automatique. Et logiquement, ça va pas être confortable parce que tu vas devenir plus conscient du monde. Et devenir plus conscient du monde, c'est pas forcément cool parce que le monde, il va pas, c'est pas oui, les bisounours. Il y a des trucs géniaux, il y a des trucs trop mignons sur Terre, mais il y a des trucs, c'est juste l'horreur sur Terre, voilà. Hein. Et c'est quand même, moi, je me pose question, pourquoi il y a des voyages initiatiques qui font l'impasse des populations locales, qui vont dormir dans des gros hôtels, voilà, qui appartiennent à des gros groupes internationaux. À quel moment il n'y a pas de conscience de l'humain et de l'impact sur les sociétés. Et je ne parle même pas d'écologie, hein. J'aborde pas le sujet de l'écologie parce qu'il est bien documenté et tout le monde le comprend. Quand tu vas, il y a des golfs dans les zones touristiques, il y a des golfs et bah, les gens d'à côté, ils n'ont pas d'eau. Et c'est encore plus vrai en Palestine, tu vas côté israélien, il y a de l'eau au robinet, les Palestiniens, ils n'ont pas d'eau au robinet. Bref. Comment tu navigues comment tu navigues là-dedans? Comment on a pu arriver à naviguer là-dedans? C'est compliqué, mais moi, c'est une question qui est tout le temps là. Hein. C'est une question qui est là. Je sais quand je prends l'avion que ben, c'est complexe. Et honnêtement, je préférais prendre le bateau, des trucs moins polluants, type le train ou le bateau, mais le train n'emmène pas partout à l'heure actuelle. Et malheureusement, il est beaucoup plus cher, en fait, à l'heure actuelle. Si tu veux aller en Espagne en train, c'est possible, mais c'est genre minimum 3 fois plus cher, voire 5 fois plus cher, voire 10 fois plus cher en fait, d'une certaine manière. Il y a le bus aussi. Moi j'ai un problème de santé et je l'ai fait quand j'étais jeune et que j'étais en forme, mais aujourd'hui, je sais, j'ai 40 ans, mais avec les problèmes de santé que j'ai, je ne peux pas faire 20 heures de bus. Je ne peux plus faire 20 heures de bus, ce n'est pas possible pour moi. Sauf s'ils améliorent vraiment les bus. J'ai pris le bus au Mexique par exemple, c'est connu aussi au Vietnam, ils ont des super bus. En France, les bus de bonne catégorie où tu peux vraiment dormir et tu as vraiment toutes les facilités, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Donc voilà, c'était pour vous partager, pour vous expliquer un peu pourquoi je n'organise pas des voyages. Alors, il y a aussi mon côté santé. Moi, vous savez, pour l'instant, bah, je suis toujours en phase post-opératoire. J'ai toujours voilà, des challenges personnels d'un point de vue de santé. Donc, je m'occupe de moi pour l'instant. Je n'ai pas l'énergie pour gérer un groupe sur une destination de voyage parce que du coup, ça demande beaucoup plus d'énergie dans un voyage et de gérer un groupe. Et pour l'instant, je n'ai pas cette énergie-là. Mais en réflexion aussi en termes d'organisation et même pour le projeter en amont. Voilà, je ne sais pas comment le faire pour le faire de manière juste, parce que j'ai besoin de le faire de manière juste, en tout cas pour moi en fait. Et j'ai besoin qu'il y ait un travail de conscience qui se fasse aussi, et le plus possible une rencontre avec la culture locale, le plus possible, parce que bien entendu, une vie entière ne suffit pas pour comprendre une culture qui est étrangère à la nôtre. Mais en tout cas, bénéficier de l'enrichissement d'une autre culture, d'aller à sa rencontre, parce que c'est extrêmement transformant. Pour moi, c'est presque plus transformant que d'aller dans la pyramide de Gizeh, d'aller faire son rituel, d'aller faire quelque chose en fait. La rencontre avec l'autre, le fait de vivre ensemble, du coup aussi pendant un voyage, la confrontation à l'autre, la confrontation aux gens qui vivent de manière complètement différente, qui n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs, c'est aussi, voire plus transformateur, à mon sens, qu'un rituel, même si j'aime bien les rituels, hein, dans les temples, hein, c'est quand même un super kiff.
Euh, parce qu'il y a les lignes sacrées qui s'agitent, il y a des trucs qui s'activent. Bon, je ne vais pas dire, c'est hyper cool. Euh, voilà, et de partager ça aux populations locales. Donc il y a du boulot. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se positionner, comment ça va se faire pour moi. Mais en tout cas, je voulais vous partager mes questionnements parce que je voulais amener ça à votre conscience. Parce que j'observe qu'il y a plein de gens qui ne font pas attention à ça en fait. Euh, on a, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans une forme de matrice coloniale. On va visiter les trucs comme ça. Euh, voilà, et on ne comprend pas que bah, y a des gens qui peuvent être énervés. Mais c'est vrai aussi en France, hein, il y a des tas d'endroits. Mais encore une fois, je suis à moitié de Vendée. Je suis de Vendée et bah ouais, il y a des gens, ils en peuvent plus des touristes. Parce que aussi, il y a le côté, le touriste, il a un comportement qu'il n'aurait pas chez lui. Les Français sont très forts pour ça, hein, en voyage. Et les Français sont connus pour ça, pour avoir des comportements pas respectueux, parce qu'ils se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans leur propre pays, en fait. Les Américains aussi, avec leurs gros sabots. On fait partie, il faut savoir qu'en France, on fait partie des touristes pas appréciés hein, dans le monde. Hein. On a une étiquette sur le dos, hein. Je ne sais pas si vous le savez en tant que Français. Voilà. Bon, je pourrais dire encore beaucoup de choses. Non, je vais rajouter deux anecdotes. Quand j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai beaucoup observé les rapports de domination et comment les gens ne sont pas du tout traités de la même manière. Euh, un, un des travaux dans le tourisme que j'ai fait, c'était de bosser sur un bateau. Comme dans la majorité des bateaux, il y a plein de nationalités différentes qui travaillent sur le bateau. Là, en l'occurrence, il y avait des Malgaches, des Roumains, des Français. C'est pas beaucoup. D'habitude, il y a souvent des Philippins. Il y a beaucoup de Philippins qui travaillent sur les bateaux du monde entier. Et du coup, il y avait déjà, ça se mélangeait pas. Ils sont pas sur les mêmes postes. Ils se parlent très peu, du coup. Les Roumains, ils parlaient quasiment pas français. Les Malgaches, forcément, ils parlaient français, donc voilà, c'est facile. Mais du coup, ça, en termes de mixité, ça se mélangeait pas. J'étais la seule à naviguer. Alors, du coup, c'est sur un bateau, donc il y a différents ponts. Sur ce pont-là, bah, tu vas aller voir tel groupe, et sur ce pont-là, c'est le Malgache, et sur tel groupe, sur tel pont, bah, c'est les Roumains, etc. J'étais la seule à me balader de pont en pont. Et du coup, ça c'est moi. On va dire, j'ai envie de l'appeler la malédiction du métis, c'est que tu t'entends avec tout le monde et que tu es accepté par tout le monde. Et donc, du coup, il y a des soirs, bah, j'allais faire la fête avec les, euh, les Malgaches. Les Roumains, j'allais pas trop parce que vraiment ils picolaient trop. Ils picolaient beaucoup et du coup, c'était que des mecs et c'était un peu chaud. Et de temps en temps, j'allais voir, c'était les officiers, les postes les plus élevés, c'était des Blancs et des Français en l'occurrence. Les Roumains, ils géraient tout ce qui était mécanique, les trucs un peu physiques, et tous les boulots de bas étage, c'était les Malgaches. Et du coup, sur le même bateau, tu as des gens qui ne sont pas du tout payés de la même manière. C'est pas du tout la grille tarifaire n'est pas du tout la même. Hein. Les Malgaches, ils gagnent une cacahuète, mais pour leur pays, c'est extrêmement riche. Notamment, par exemple, je me rappelle d'un gars qui était prof, en fait, et qui, du coup, sur le bateau, il était serveur. Alors, dans son pays, il était prof. J'ai eu de longues discussions, c'était prof d'histoire-géographie. On a beaucoup échangé ensemble. Mais du coup, il travaillait comme serveur, et ils rentraient, ils étaient débarqués à terre, parfois, pas avant un an, en fait. Ils passaient un an, 2 ans sur le bateau, etc. Euh, bah, voilà, parce qu'on les embauche, et eux, ils ont besoin d'argent, ils envoient tout l'argent au pays, etc. Et, euh, et moi, j'ai observé, du coup, j'étais Madame Touriste. Et en fait, à la fin de ma première rotation, on avait ça sur un bateau, mon premier séjour sur le bateau, les Malgaches, ils sont venus me voir et ils m'ont dit merci. C'est la première fois que les touristes ils viennent nous dire bonjour et ils nous disent au revoir, en fait. Et ça m'a tellement touchée. Et j'étais tellement scandalisée. Je veux dire quoi, d'habitude, on vous ignore, on fait comme si vous n'étiez pas là, en fait. C'est quoi le délire Et apparemment, c'était la première fois, et j'ai bossé, moi, moins d'un an, parce que c'était une boîte, justement, extrêmement raciste. Je ne suis pas restée, et misogyne, bref, horrible. Les Malgaches sont venus me dire, d'habitude, on ne les calcule pas. On fait comme s'ils n'existent pas sur le bateau, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est une réalité dans plein d'endroits, dans plein de trucs touristiques, etc. On ne fait pas attention aux femmes de ménage, on ne fait pas attention au personnel, on ne fait pas attention à ce qu'il y a plein d'organisations derrière, en permanence, quoi. Un autre exemple, j'ai bossé en Corse, j'ai fait des saisons en Corse quand j'étais jeune.
Et en fait, en Corse, il y a souvent des gens sans papier qui travaillent dans tous les secteurs du tourisme. C'est dans le secteur de la... Généralement, les personnes sans papier travaillent dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture. Quand vous mangez des clémentines corses, sachez qu'il y a de grandes chances qu'elles ont été ramassées par une personne sans papier, généralement maltraitée. Parce que du coup, quand tu es sans papier, ton patron, il peut tout te faire. Parce que sinon, il te dénonce, il te renvoie chez les flics, etc. Et du coup, comme j'ai bossé en Corse, il y avait la moitié du personnel embauché normalement et l'autre moitié embauché au black, du coup, qui était sans papier. Et du coup, j'ai pu assister à comment ils sont traités, ces personnes-là. Et comme moi, j'étais de couleur et que je leur ressemblais, à ces personnes sans papier, femmes, du coup, ils avaient tendance à me traiter de la même manière. Et moi, j'ai commencé à dire le droit français, s'il vous plaît, j'ai des droits, vous avez des devoirs à mes employeurs. Et pareil, je me suis cassée. Je me suis cassée. Quand je suis dans des environnements de travail toxique, moi je m'en vais, hein, c'est très très clair. Je n'y traîne pas pendant 4 heures. Voilà, c'était un autre exemple. C'est vrai, le tourisme, il est adossé, l'industrie du tourisme, il est adossé à plein de trucs comme ça en fait. Et que souvent les gens ne voient pas du tout. Et je me dis, mais enfin, moi déjà quand j'étais proche, je voyais plein de trucs qui se passaient dans les classes, il y avait plein de trucs qui se passaient chez les ados que mes collègues profs ne voyaient rien, ils captaient rien du tout. Genre, il n'y a pas de trafic, ils font pas l'amour, les collégiens, et il n'y a pas de cannabis qui circule au collège. Oui, 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 bien sûr, bref. Je pense que maintenant c'est un peu plus connu, mais bon, moi j'ai enseigné il y a plus de 10 ans, 20 ans, et c'était déjà le cas, et vraiment à chaque fois les collègues ils tombaient des nues. Et je dis, bah, eh oui, le dealer, il est dans ta classe, chérie. Et tes profs principales, t'as pas capté, quoi. Enfin, bref. Moi aussi, les gamins, ils venaient souvent me raconter, c'est mon côté thérapeute, les gens me racontent des trucs, et forcément, les gamins, ils venaient me raconter toutes leurs histoires, hein. Et voilà. Donc, du coup, voilà, je voulais amener une notion de conscience. C'est pareil chez les gens qui voyagent sur la van life, sur Instagram, sur les digital nomades, sur ce truc de on visite, on voyage, mais on prend en photo que le paysage. Il n'y a pas de gens, ils n'existent pas, ils sont où Et moi, je suis un petit couple de jeunes qui voyagent en stop à travers le monde, et eux, ils prennent plein de photos de gens et ils racontent l'histoire des gens qu'ils rencontrent, et ils racontent les cultures qu'ils rencontrent. Et là, je me dis, mais voilà, ça c'est cool. Il y en a d'autres où c'est vraiment buona buona. Ah, en Afrique, il y a des pauvres. Ah mon Dieu. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. je vais m'énerver. Bref. Voilà, voyage initiatique. J'espère que ça va venir. Et limite, s'il y a quelqu'un, un agent de voyage qui organise des voyages initiatiques, contactez-moi parce que je vous cherche. Agent de voyage conscient, je vous cherche, j'ai besoin de vous. Je ne vous ai pas encore trouvé. Pour l'Inde, c'est bon. Pour les autres, pour la Palestine, je sais. Et pour le Burkina Faso aussi, je sais comment le faire. Et pour la Polynésie aussi, je sais qui sont les acteurs qui peuvent faire ça. Et qui peut nous emmener en mission de famille. Mais pour l'Égypte, j'ai pas trouvé. Si vous avez une adresse, je suis preneuse. Parce que moi, je peux pas le faire autrement. Et voilà, observez, soyez conscient. Il faut être conscient de son impact, travailler en énergétique, se poser plein de questions sur ces trucs-là. C'est pas aller chercher les anges, c'est aussi se poser des questions sur, ok, quel est mon impact de ma consommation, parce que c'est à peu près le seul pouvoir qu'on a, le seul pouvoir qu'on a. Quand je consomme, comment je le fais? Quand je voyage, comment je le fais? Où est-ce que je mets mes sous, en fait, quand je voyage, en fait? Ça, c'est hyper important. À qui je donne les sous? En Égypte, c'est une culture du bakshish, c'est normal de donner. C'est toujours bizarre pour nous, Français, parce qu'on n'a pas cette culture-là, qui est une culture anglo-saxonne. Quand tu donnes, comment tu donnes, dans quelles conditions tu donnes? Moi, j'ai passé mon temps en Inde, j'ai quasiment donné zéro argent à personne. J'ai donné des sous à des associations par contre, parce qu'il y a du trafic. C'est très connu dans les grandes villes en Inde, à moindre égard dans les petites villes où là c'est plus... voilà, il y a moins les effets pervers dans les petites villes et tu peux plus connaître les gens, savoir c'est quoi leur vraie histoire, c'est qui leur famille, etc. Voilà, soyez vigilants. Il ne faut pas donner de stylos et de cahiers et de bonbons en fait, et tu donnes pas des sous à quelqu'un dans la rue qui te le réclame en fait, parce que tu crées quelque chose d'hyper négatif. Voilà, mais on pourrait en parler pendant des heures. Je vois aussi des associations qui font de la récolte pour emmener sur place des biens matériels.
Sauf que tu fais du dumping économique. Quand tu emmènes des cahiers, tu empêches, tu fais faire faillite à tous les libraires et tous les vendeurs de papeterie du coin, en fait. Et souvent, les gens, ils réfléchissent pas à ça. Et ils empêchent à ce qu'il y ait une vraie industrie locale qui puisse se développer, en fait, par rapport à ça. Donc, voilà. Renseignez-vous. On a YouTube aujourd'hui, on a plein de moyens de se renseigner. Il faut trouver les bonnes sources d'informations, évidemment. Et la spiritualité, c'est aussi vraiment de devenir conscient de plus en plus du monde dans lequel on vit, de notre impact,